Bonjour à tous, moi je m'appelle Sacha, je suis 6e semestre de médecine générale militaire et je vais vous présenter mon stage junior qui va traiter de la prise en charge initiale d'un incident multivictime. J'ai été encadrée par le docteur Manon Sécuré que je remercie beaucoup pour son aide. Et si vous êtes d'accord, on va commencer par une petite mise en situation. Donc vous êtes en vacances dans les Pyrénées, vous êtes en train de conduire tranquille, c'est la fin d'après-midi. Il y a un bus un peu devant vous dans la descente. Et d'un coup, le bus il percute la falaise qui est sur le bord de la route. Et vous êtes derrière. Comme vous êtes un pilote, vous arrivez à vous arrêter à ne pas percuter le bus. Et vous êtes dans votre voiture, derrière le bus qui a percuté une falaise. Et est-ce que vous faites quelque chose? Vous faites rien, vous le bus. Le triangle, moi je suis Le triangle, on sécurise, on appelle les secours. Ok, super, qui sort son triangle? Protéger, alerter, secourir. Ok, super. Qui sort de sa voiture? Avec un gilet jaune, oui. Ok, ça marche. Qui appelle le SAMU tout de suite sans avoir vu ce qu'il y a dans le bus, combien il y a de personnes, etc. Tu veux dire après le triangle? Ouais. Monsieur les tâches folles. C'est récent. Ok, ça marche. Et qui essaye de rentrer dans le bus une fois qu'il a mis le triangle, mis son gilet jaune et appelé le SAMU? Ok, ça marche. Bon, alors j'ai oublié de vous montrer une petite photo du bus qui a percuté la falaise. On en reparlera plus tard, mais c'est un truc qui est vraiment arrivé l'année dernière. Et donc, je vais juste commencer par définir un peu mon sujet. Donc, les incidents qui impliquent un grand nombre de victimes, selon l'OMS, c'est des incidents qui se caractérisent par une augmentation soudaine du nombre de patients qui dépassent les capacités médicales locales et qui entraînent de la mortalité qui est évitable en temps normal. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est la notion de saturation des systèmes de santé et de secours. Un afflux saturant, c'est un dépassement momentané de la capacité d'une chaîne de santé et de secours à prendre en charge un afflux de victimes en garantissant un pronostic individuel optimal pour chaque victime. Donc, la situation médicale qui résulte d'une catastrophe, c'est une inadéquation entre les moyens médicaux disponibles et les besoins. Et donc, ce qui définit les situations, c'est pas tellement le nombre de victimes, ça peut être 2, ça peut être 12, ça peut être 10 000. C'est vraiment le déséquilibre entre l'offre et la demande qui impose d'utiliser un mode de fonctionnement qui n'est pas le mode de fonctionnement qu'on a habituellement et des techniques particulières, notamment le triage, dont on reparlera un peu plus tard. Alors pourquoi je vous parle de ça? Et bien parce que malheureusement, les événements qui résultent de multiples victimes, c'est des événements qui sont fréquents et auxquels on peut tous être confrontés. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des catastrophes technologiques comme l'explosion de la raffinerie de Feyzin à côté de Lyon en 1966 qui avait fait 18 morts et 84 blessés. Ça peut être les attentats qu'on a connus à Paris en 2015 ou à Nice en 2016. Ça peut être des catastrophes naturelles comme le cyclone qui est passé à Mayotte l'année dernière qui avait fait une quarantaine de morts et plusieurs milliers de blessés. Ça peut être toutes sortes de choses et ça arrive de façon régulière. Tout le monde est exposé parce qu'on ne sait pas où ça va arriver. Les victimes, elles sont redispatchées dans les hôpitaux qui sont autour. Et à titre d'exemple, juste à Nice, le premier afflux spontané de victimes, c'est dans un hôpital pédiatrique. Donc il y avait des adultes, des enfants, tout le monde est allé dans le premier hôpital qu'ils ont vu. Et à Toulouse, quand AZF a explosé en 2001, c'est un hôpital psychiatrique qui a pris le premier afflux spontané de victimes. Donc ils n'étaient pas du tout équipés, pas du tout préparés à ce genre de situation. Donc je vais essayer de vous donner les grandes lignes de ce qu'il faut faire dans la gestion d'une situation multivictime, notamment à la phase initiale. Et pour ça, je vais suivre le plan de ce document qui s'intitule « Le médecin premier témoin d'une situation multivictime ». Ça, c'est un document qui a été publié par la Société française de médecine de catastrophe et qui donne les grandes actions, les grands axes de la phase initiale de la gestion d'une situation multivictime. Et donc, vous l'avez très bien dit, la première chose à faire, c'est la sécurité. Se mettre en sécurité, dans le document, il parle du SAFE. Donc le SAFE March Ryan, c'est un algorithme militaire de prise en charge du blessé de guerre. Et la première partie, chaque lettre veut dire quelque chose. En fait, la première partie, il n'y a que les 2 lettres du milieu qui concernent la prise en charge d'une situation multivictime en civil. Parce que quand on est médecin et qu'on passe à côté d'un gros accident de bus ou d'un attentat,
dans le civil, on ne se jette pas dans la situation qui est dangereuse. Donc on se met en sécurité, par exemple pour l'accident de voiture, vous l'avez très bien dit, le triangle, le gilet jaune, et si c'est trop dangereux, on attend les secours et on ne sort pas de sa voiture. De même, s'il y a un attentat et que la police n'a pas sécurisé la zone, qu'il y a encore un tireur, on ne va pas se jeter dans l'endroit où ça tire partout, parce que si vous êtes blessé ou mort, en fait, vous ne pourrez déjà pas prendre en charge les victimes qui sont autour de vous, et ensuite vous allez rajouter une charge à la chaîne de santé qui va se mettre en place, qui est déjà très impactée, et donc ça va aider personne, en plus du fait que c'est pas très cool d'être blessé ou mort. Donc en fait, la partie éteindre la menace, elle ne vous concerne pas dans le civil. Évaluer la situation et se mettre à l'abri, ça c'est important. Et le E, on en parlera, c'est un peu la suite du topo. Donc ensuite, en effet, il faut alerter les secours. En fait, il faut donner l'alerte le plus précocement possible, parce que ça permet de déclencher une réponse adaptée à l'événement qui est en train de se produire. Plus on prévient tôt, plus on gagne du temps, et plus on permet une montée en charge et en puissance rapide et adaptée de la chaîne de secours et de santé. Et donc, plus vite on va recevoir de l'aide et mieux les victimes seront prises en charge. En France, on a deux dispositifs qui existent. Le dispositif ORSEC, ça veut dire Organisation de la réponse de la sécurité civile, et ORSAN, Organisation de la réponse sanitaire. C'est des dispositifs de préparation et de réponse opérationnelle qui déterminent en fait l'ensemble des mesures organisationnelles qui sont nécessaires pour permettre au système de santé et de secours de répondre à des situations sanitaires exceptionnelles qui les mettent en tension ou qui perturbent leur fonctionnement habituel. Alors ces dispositifs, ils sont divisés en sous-plans. Nous, ceux qui nous intéressent, c'est le plan NOVI pour la partie sécurité civile, donc ça veut dire nombreuses victimes, et le plan AMAVI pour la partie sanitaire, donc les établissements de soins, ça veut dire afflux massif de victimes. En fait, c'est des plans qui donnent pour chaque établissement et chaque centre de secours des procédures à mettre en place en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Et à titre d'information, le plan blanc, ça fait partie du plan AMAVI. C'est un des niveaux du plan AMAVI. Alors ces plans, ils sont basés déjà sur des projections. Il y a des gens qui réfléchissent régulièrement à toutes les catastrophes qui pourraient nous arriver et qui établissent des documents avec des listes de risques et des procédures pour y répondre, que ce soit des catastrophes naturelles, technologiques, attentats, etc. Il y a des documents qui existent par département avec toute une organisation de la réponse qui va avec. Et ces plans, ils sont aussi basés sur des retours d'expérience, notamment pour les attentats. En fait, en Europe, il y a eu récemment beaucoup d'attentats multisites et les équipes qui ont été confrontées, elles ont publié leur retour d'expérience de ce qu'ils ont fait, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas trop marché, et de ces retours d'expérience-là. Donc ici, j'ai mis les articles publiés sur Istanbul, Oslo et Londres, mais il y avait aussi eu des attaques à Madrid, et ils nous permettent de confronter nos plans aux situations qui se sont produites pour voir si ce qu'on prévoit de faire, ça pourrait fonctionner, et s'il ne faut pas qu'on change des choses. Donc pour Paris, le plan de réponse à un attentat multisite, il est surnommé le plan Camembert. En fait, à partir du moment où il y a 2 sites d'attaques qui sont déclarés, il y a eu toute une organisation à la fois de la régulation du SAMU, de la gestion des places d'hospitalisation et de la gestion des renforts des SMUR les uns avec les autres, qui sont de façon centrifuge pour éviter d'avoir tous les moyens qui sont concentrés à un seul endroit et que si ça pète ailleurs, on n'a plus personne à envoyer, et pour optimiser la réponse. Donc il y a eu plusieurs exercices sur ce plan. Il y a eu notamment un exercice le 13 novembre 2015 à 9h30 et il y a eu une mise en pratique réelle le 13 novembre à 21h15 de ce plan. Donc en fait, il y a eu une explosion au Stade de France, le 93 a été mis en alerte, ils ont prévenu les SAMU d'Île-de-France alentour qu'il se passait quelque chose, et à partir du moment où le 75 a reçu les premiers appels pour dire qu'il y avait des fusillades dans Paris,
Ils ont activé tout le plan donc attentat multisite avec le découpage de Paris en 3 zones, l'activation du plan d'Ovly, l'activation du plan blanc, la montée d'une cellule de crise en salle de régulation. Et il y a toute une réponse stéréotypée qui a découlé de l'activation de ce plan-là. Donc, c'est des situations de haute intensité en termes de charge de soins et de stress. Et le fait d'avoir des procédures réflexes qui ont été réfléchies et travaillées en amont, ça permet de ne pas patauger dans la semoule pendant 3 heures et de déclencher rapidement une réponse adaptée. Ensuite, une fois que vous avez appelé le SAMU pour leur dire ce que vous savez, parfois ça peut être juste je suis derrière un bus, il y a eu un accident, je ne sais pas combien il y a de victimes, je ne suis pas encore allée voir parce qu'il y a plein de voitures qui passent, mais il y a eu un accident de bus où en fait il y a tant de victimes, j'ai l'impression qu'il y a tant de victimes graves. Il faut organiser la zone dans laquelle vous êtes. Donc, quand il y a une zone dangereuse, par exemple, il y a eu une explosion et il y a des endroits avec des incendies auxquels vous ne pouvez pas accéder ou un attentat avec des tireurs qui sont toujours présents comme ça a été le cas pendant les attentats de Paris. Toute la zone qui est considérée comme dangereuse, c'est une zone d'exclusion dans laquelle il ne faut pas se rendre dans un principe de sécurité. Il n'y a que les forces de l'ordre et les forces de sécurité type pompiers qui ont le droit de se rendre dans cette zone dans un but de ne pas rajouter des victimes. Et donc, eux, ils extraient les victimes de cette zone d'exclusion. Ils les mettent en zone contrôlée. En zone contrôlée, c'est des secouristes qui récupèrent les victimes, qui font un premier triage rapide des victimes et qui les transportent vers un point de regroupement qu'on appelle le PMA, donc le poste médical avancé, qui va être une grande zone de regroupement des victimes qui va permettre de concentrer les moyens humains et matériels pour la prise en charge des victimes en attendant leur évacuation. Et le fait de regrouper les victimes, ça facilite également les évacuations parce qu'il n'y a qu'un seul point de récupération. Ça, c'est un exemple d'organisation spatiale à l'intérieur du poste médical avancé parce que plus on est optimisé en termes d'organisation spatiale, plus c'est facile pour prendre en charge les gens, évacuer les gens et que ça circule le plus facilement possible parce qu'il y a énormément de monde, énormément de moyens médicaux, de secours, etc. Donc c'est le bazar et donc d'essayer d'organiser un peu les choses, ça permet de faciliter. Donc ils regroupent les patients par gravité, les urgences relatives d'un côté, les urgences absolues de l'autre. Ils ne font pas du tout rentrer les impliqués. La cellule médico-psychologique, d'urgence médico-psychologique, si elle est déployée, elle n'est pas à l'intérieur du poste médical avancé. Et les gens qui sont considérés comme décédés, on les met ailleurs. Tout ça, c'est des plans, c'est des projections. Mais le maître mot en médecine de catastrophe, c'est de s'adapter. Donc pour ça, je vous donne 2 exemples qui ont eu lieu en même temps pendant les attentats de Paris. Donc au Bataclan, en fait, c'était une zone hyper confinée. Toutes les victimes étaient dans le même bâtiment. Donc c'était considéré comme étant la zone d'exclusion. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu des couloirs d'extraction par les forces de l'ordre, par des témoins, etc. Et ils ont monté des postes médicaux avancés environ à 200 mètres du Bataclan. D'un côté de la rue, ils ont fait un poste médical avancé pour les urgences relatives. De l'autre côté de la rue, ils ont mis toutes les urgences absolues. Comme ça, ils étaient quand même relativement loin de la zone d'exclusion, mais pas trop non plus pour pouvoir rapatrier les gens. Et ça facilitait les évacuations. Et en fait, en même temps, il y a eu donc des fusillades rue Bichat et rue de Charonne. Et en fait, sur cette partie-là des attentats, ça n'a pas du tout été possible de mettre en place des postes médicaux avancés parce que c'était des zones qui n'étaient pas sécurisées. Il y avait des commandos de terroristes à pied qui circulaient encore, donc les zones n'étaient pas sécurisées. Les victimes, elles étaient un peu en fuite de partout, donc c'était pas possible de les rassembler. Et du fait de la proximité avec l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Saint-Ouen, en fait, les gens ont été soit évacués par des témoins, soit se sont évacués eux-mêmes jusque dans ces hôpitaux. Et le tri, plus ou moins les transferts secondaires, ils se sont faits directement de ces hôpitaux-là. Donc en fait, il ne faut pas être dogmatique. Il y a des organisations qui sont proposées et quand elles sont possibles, elles optimisent la prise en charge, mais il faut quand même s'adapter à l'événement auquel on est confronté. Et parfois, on ne peut pas faire exactement comme dans les livres, et c'est pas grave, ça marche quand même. Et enfin, la dernière étape, c'est de mettre en place un triage et de commencer à pratiquer les premiers gestes de sauvetage
Donc le triage, c'est vraiment la pierre angulaire de la médecine de catastrophe. C'est rendu obligatoire par l'impossibilité de prendre en charge toutes les victimes en même temps. Et donc on est obligé de faire des choix, et les choix ils sont basés sur une catégorisation qui est rationalisée, de gravité, et qui nous permet de savoir qui on prend en charge en premier, qui on évacue en premier, et comment on organise les choses. L'idée c'est de faire le mieux pour le plus grand nombre, afin d'éviter un maximum de mortalité évitable. Et donc, le but du triage, c'est aussi de hiérarchiser les soins et de prioriser les actions salvatrices les plus urgentes et les plus faciles à mettre en pratique. C'est pour ça qu'on parle de gestes de sauvetage. Donc le triage, quand est-ce qu'on en fait? En fait, en pratique, on en fait un peu tout le temps. On en fait à la sortie de la zone d'exclusion. C'est du triage secouriste pour savoir quelle victime on doit évacuer en premier et on doit rapprocher en premier du point de rassemblement qui est le PMA. Il y en a à l'entrée du PMA pour diviser les victimes entre la zone réservée aux urgences absolues et la zone réservée aux urgences relatives. Et il y en a qui est refait, donc ce tri il permet à la fois de répartir les victimes dans le PMA et de prioriser les prises en charge, et il permet aussi de prioriser les évacuations. Et il y a un nouveau tri qui est refait à l'entrée de l'hôpital qui permet de déterminer qui on passe au bloc en premier, qui nécessite de la réanimation, qui peut attendre aux urgences et qui va probablement moins mourir que les autres. Donc c'est un processus qui est dynamique, qui est refait à chaque étape de la prise en charge. Et donc on parle d'urgence absolue et d'urgence relative, mais en pratique, comment on fait pour catégoriser les malades? Eh ben, il y a plusieurs algorithmes de triage qui existent. C'est des algorithmes qui sont plutôt à destination secouriste, donc pour des gens qui ne sont pas médecins. C'est des algorithmes très simples. Je vous présente ici l'algorithme START, ça veut dire Simple Triage and Rapid Treatment, et c'est l'algorithme qui est le plus utilisé en France. Donc l'idée c'est, si ça saigne quelque part et que c'est garrottable, on met un garrot, parce que ça c'est 80% des morts évitables et c'est assez facile à mettre en place. Ensuite, si la victime peut marcher, c'est un impliqué. Sinon, on regarde s'il respire. S'il ne respire pas, le seul geste qu'on fait, c'est une libération des voies aériennes. S'il respire, tant mieux, c'est une urgence absolue. S'il ne respire pas, PLS, c'est une urgence dépassée. Ensuite, s'il respire, on regarde s'il est polypnéique. S'il est polypnéique, on le met en demi-assis et c'est une urgence absolue. Sinon, on regarde s'il a un pouls radial. S'il n'a pas de pouls radial, on le met plutôt pas en demi-assis, sinon il va désamorcer. On essaye de lui mettre les jambes en l'air si c'est possible, sinon on le laisse allonger et c'est une urgence absolue. Et enfin, si la victime elle respire, elle n'est pas polypnéique, elle a un pouls radial, on regarde si elle répond aux ordres simples. Si elle ne répond pas aux ordres simples, PLS, urgence absolue. Sinon, c'est une urgence relative. C'est très simple, c'est censé durer maximum 30 secondes par victime. Les seuls gestes qu'on a le droit de faire, c'est les positions d'attente, la libération des voies aériennes et mettre un garrot. Et le but, c'est d'arriver à voir toutes les victimes pour savoir, pour par exemple, pas se tunneliser sur le TC grave qui ne respire pas, alors qu'il y a un mec qui s'est fait arracher la jambe à côté, et qu'en fait, si j'avais mis 30 secondes sur celui-là, j'aurais pu aller mettre un garrot sur le mec d'à côté et il ne serait pas mort. Donc ça, c'est des algorithmes qui sont plutôt, comme je vous le disais, à visée d'utilisation par des secouristes. Et en fait, c'est très difficile d'évaluer leur précision et leur efficacité de système de triage. Il y a plusieurs études qui ont été menées sur le sujet et qui ont fait l'objet de 2 méta-analyses. La première, c'est une équipe iranienne qui l'a conduite, ils comparent les résultats de 13 études, et la deuxième, c'est une équipe danoise. Ils comparent les résultats de 12 études qui évaluent la performance des systèmes de triage. Et en fait, les résultats de ces études, ils sont extrêmement hétérogènes et il est quasi impossible de tirer des conclusions fiables. Je vous présente quand même les résultats qui concernent l'algorithme START que je viens de vous présenter. On voit que la sensibilité, donc en pratique, ça correspond à la capacité du système de triage à ne pas sous-trier les victimes. C'est hyper hétérogène, hyper variable, ça va de 40% à 90% dans la première étude, c'est estimé à 30% dans la deuxième, donc en pratique pas terrible. Et la spécificité, donc la capacité du système à ne pas surtrier les victimes, elle est plus consistante, entre 80, grosso modo 90% dans la première, 94% dans la deuxième. Donc on a quand même l'impression que les systèmes de triage, ils sont plutôt capables de ne pas trop faire de surtriage. Par contre, pour le sous-triage, c'est très difficile de tirer des conclusions. Et globalement, il n'y a aucun système de triage
qui se distinguent des autres. Donc on ne peut pas dire celui-là il est meilleur qu'un autre, et c'est très pays dépendant lequel on utilise. Alors vous avez constaté que dans le post-médical avancé, ce n'était pas une catégorisation en 3 couleurs, c'était plutôt urgence absolue, urgence relative. Ça, c'est une règle de triage qu'on appelle la règle simplifiée de triage, qui est plutôt utilisée par des médecins qui sont entraînés à utiliser cette règle de triage. L'idée, c'est très simple, urgence absolue, le pronostic vital il est engagé, urgence relative, le pronostic vital il n'est pas engagé. Et il n'y a pas de tableau et de critères précis, c'est vraiment quelque chose de basé sur l'expérience et le sens clinique du praticien. C'est pour ça que souvent c'est des médecins qui sont quand même entraînés à l'entrée des postes médicaux, c'est des gens qui ont une capacité de médecine de catastrophe et qui sont entraînés régulièrement sur le sujet. Les retours d'expérience des attaques à la bombe de Londres, elles montrent que ce système il est plus efficace et que ça marche mieux que les algorithmes de triage standards. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par le groupe de la Traumabase sur la règle de triage simplifiée qui a été mise en place pendant les attentats du 13 novembre. Donc en fait, ils ont regardé comment avaient été catégorisées les victimes des attentats le soir des attentats, donc urgence absolue, urgence relative, et eux, ils ont reclassifié les malades avec un accès à leur dossier médical complet. Et ils ont comparé les deux informations. Et ils ont aussi catégorisé les malades a posteriori avec uniquement le dossier préhospitalier en utilisant les 3 systèmes de triage qui sont le plus utilisés dans le monde. Donc le Field Triage Score, le START que je viens de vous présenter, et le MPTT Modified Physiological Triage Tool, qui sont des algorithmes qui sont assez proches du START. Et donc les résultats qui sont intéressants de cette étude, le premier c'est qu'il y a quasiment 80% des patients qui ont été catégorisés. Donc en fait, le triage il a beaucoup été utilisé. Et il y a plutôt une bonne performance diagnostique de cette règle de triage. Il y a 36% de taux d'under-triage et 8% de taux d'over-triage. Et ils ont reclassé dans ces groupes-là des patients qui sont considérés comme sévèrement sous-triés. Donc c'est des patients qui, le soir des attentats, ont été catégorisés urgence relative et qui ont été reclassés a posteriori urgence absolue avec des lésions avec un score AIS qui est supérieur à 3. Donc ça concernait 8 victimes sur les 35 qui ont été sous-triées. Et ils ont également fait un groupe de patients qui sont considérés comme sévèrement surtriés. Donc c'est des victimes qui étaient classées urgence absolue en réalité le soir du 13 novembre, qui ont été reclassées en urgence relative et qui avaient un score AIS qui était de 1 à 2. Donc ça concerne 10 malades sur les 13 qui ont été considérés comme étant surtriés. L'autre chose que je trouvais intéressante de vous montrer, c'est qu'on constate que cette classification, elle est très corrélée au score ISS des patients. Les urgences absolues, elles avaient un score ISS en moyenne qui était à 11, alors que les urgences relatives, elles avaient un score ISS qui était en moyenne à 2. Donc on a quand même l'impression que ce mode de triage qui est effectué par des médecins entraînés, il est efficace pour catégoriser les malades lors d'un événement multivictime. Voilà, donc j'en ai terminé. J'ai essayé de vous présenter les grandes lignes de ce qu'il faut mettre en place à la phase initiale d'un événement multivictime. Donc, pour rappel, la première chose à faire, c'est se mettre en sécurité. La deuxième chose à faire, c'est alerter le secours. Ensuite, on organise la zone et on commence à trier et à mettre en place les premiers gestes de sauvetage. Et donc, juste pour revenir sur la situation que je vous ai présentée à la phase initiale, c'est un vrai accident qui a eu lieu en décembre 2024. C'est un bus espagnol qui a percuté une paroi sur le bord de la route. Il y avait quand même 47 personnes dans le bus. À 2 heures de l'accident, le bilan provisoire, c'est 2 décédés, 7 urgences absolues, 7 urgences relatives. Et ça a quand même impliqué en termes de moyens plus de 120 personnels de plusieurs SDIS, donc du 66 qui était le département principal concerné. Et ils ont également été renforcés par les départements alentours et par les Espagnols qui étaient à côté. Ils ont également mobilisé des gendarmes, plusieurs hélicoptères. Et donc, le temps de mettre tout ça en place, ça montre bien qu'il faut donner l'alerte le plus tôt possible. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.